Hommage et reconnaissance aux soldats de l'économie. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Occasion pour le ministre de l'économie et des finances de saluer les performances des douanes maliennes. Sur une prévision de 876 milliards 915 ont été mobilisés. L'objectif pour 2026 est 975 milliards de francs CFA. C'est parti pour le recensement industriel 2025. Pendant un mois, 134 agents seront déployés sur l'ensemble du pays pour cet exercice. Il s'agit par cette initiative de bâtir une industrie performante afin de renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives. Le pays Dogon s'installe à Bamako. Le temps du festival Ogobanya, un rendez-vous majeur qui mobilise des milliers de visiteurs avec des merveilles de la communauté Dogon. Le thème de la 11e édition est Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable. La rhinite allergique, c'est le sujet de la chronique santé. Il s'agit d'une inflammation des fosses nasales. Elle se manifeste à des éternuements fréquents, des écoulements, l'obstruction du nez. Comment se débarrasser de la rhinite allergique? La réponse des spécialistes en fin de journal. Vous servir est un réel plaisir. Nous sommes lundi 26 janvier, premier jour de la semaine. Merci de renouveler votre fidélité à la grande édition de ORTM 1. Bonsoir à toutes et à tous. Les soldats de l'économie sont à l'honneur ce 26 janvier. L'édition 2026 de la Journée internationale des douanes est placée sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Occasion de mettre en lumière le rôle que jouent les douanes maliennes dans la protection de notre pays à travers la lutte contre la fraude, les stupéfiants, le trafic illicite d'armes, la criminalité transnationale, l'importation de produits alimentaires impropres à la consommation. En termes de mobilisation des recettes, les douanes ont réalisé plus de 915 milliards, soit un taux de 104%. La cérémonie qui s'est déroulée à la Direction générale des douanes à Samako était présidée par le ministre de l'économie et des finances, cérémonie suivie par Siaka Konaté et Sidiki Balou. Dépôt des gerbes de fer au monument aux morts pour rendre hommage aux douaniers tombés pour la patrie, signature du livre d'or et la revue des troupes par le ministre de l'économie et des finances. Voilà les premiers actes de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane, instituée en commémoration de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière tenue le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. Une journée placée cette année sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », un thème qui met en lumière le rôle fondamental que jouent les douanes maliennes dans la protection de la société et la sécurisation des personnes. Ce thème nous rappelle que notre mission dépasse la simple application des formalités douanières. Elle est aussi une mission de protection, de prévention et de service public. La vigilance est la pierre angulaire de l'action douanière et elle exige une présence constante au point d'entrée et de sortie du territoire. Une attention soutenue au flux des marchandises et des personnes, ainsi qu'une capacité d'analyse et d'anticipation des menaces nouvelles. Par notre vigilance, nous prévenons la fraude, entravons les trafics illicites, protégeons la santé publique et sauvegardons l'économie nationale. Le secrétaire général de la section syndicale des douanes salue l'engagement constant des agents, estimant qu'une douane vigilante et engagée repose sur des agents compétents, d'où cette requête. Notre responsabilité syndicale nous amène dans un esprit républicain et constructif à rappeler que la performance durable de l'administration douanière passe nécessairement par l'amélioration continue des conditions de travail et d'équipement des agents,
le renforcement de la sécurité des personnels, notamment ceux en service aux frontières et sur les terrains, la valorisation des carrières, la formation continue et une gestion équitable des ressources humaines, le respect effectif des droits syndicaux et du dialogue social. Cette célébration est l'occasion aussi de mettre en exergue les résultats obtenus par les douanes au cours de l'exercice écoulé en termes de mise en œuvre des réformes, de lutte contre la fraude et de mobilisation des recettes. En 2025, les recettes douanières se chiffrent à 915 milliards 588 millions de francs CFA, dépassant de 39 milliards les prévisions, soit un taux de réalisation de 104,5%. Pour l'exercice 2026, les objectifs de recettes sont fixés à 975 milliards de francs CFA. La douane n'est pas seulement une administration aux frontières. Elle constitue un rempart contre les menaces qui pèsent sur la santé publique, la sécurité, l'environnement et l'intégrité de nos économies. En ces temps de mutation marqués par les choix stratégiques de notre pays dans les domaines de l'indépendance politique et économique, je ne doute point de la capacité de votre administration à dépasser les objectifs de recettes et à consolider les relations avec ses partenaires dans l'atteinte de meilleures performances suivant les principes clés édictés par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. D'ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Le représentant de la mairie du Mandé appelle le nouveau directeur général des douanes à continuer d'appuyer les actions de développement de sa commune. La boucle a été bouclée par la remise des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes aux agents qui se sont fait distinguer par leur engagement au service des douanes maliennes. Et cette célébration de la Journée internationale des douanes a été marquée par un panel sur le thème retenu cette année, à savoir une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Un thème développé par le chef de la division renseignement et analyse des risques à la direction générale des douanes, lieutenant-colonel Assim Sekou Baba Sempara. Selon lui, les douanes contribuent à la protection de la société à travers la lutte contre la fraude, les trafics illicites, mais ce rôle protecteur des douanes est méconnu du grand public. Nous retrouvons Siaka Konaté et Sidiki Balouf. Quand on parle des douanes, on pense à la mobilisation des recettes, mais elles jouent un grand rôle dans la protection et la sécurisation de la société et des personnes, un rôle malheureusement méconnu du grand public. À travers la prestation de serment, l'agent des douanes s'engage à protéger le pays. Et dans le cadre de la protection du pays et de la population, l'administration des douanes participe à la lutte contre les trafics illicites de tout genre. Les différentes saisies menées par les douanes maliennes illustrent le rôle protecteur des douanes dans la société. Et ce qui est important de souligner, les modes opératoires utilisés par les trafiquants dans la commission d'infraction n'eût été la vigilance des services des douanes, il aurait été très difficile de procéder à la saisie de ces produits prohibés illicites qui minent notre société. Pour mener à bien cette mission de sécurisation, les douanes maliennes disposent d'un cadre juridique, organisationnel et opérationnel qui met l'accent sur le maillage des frontières. D'abord, il y a un dispositif organisationnel qui est mis en place par l'administration des douanes, notamment une brigade de première ligne qui se trouve au niveau des frontières. Et ensuite, il y a une brigade de deuxième ligne qui est au niveau des régions, notamment constituée par les brigades mobiles d'intervention et les sections recherche. Mais enfin, une brigade de troisième ligne constituée par la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude et les autres structures de contrôle a posteriori, telles que la direction du contrôle après dédouanement. Selon les conférenciers, il y a des défis à relever, notamment les renforcements de la surveillance des frontières, la sécurisation des opérations douanières, la digitalisation des procédures douanières pour minimiser les risques de fraude, l'interconnexion entre les douanes maliennes et les autres structures partenaires,
Bref, des débats enrichis par les contributions des deux modérateurs, le commandant de l'école de guerre générale de division Oumar Daou et l'ancien directeur général des douanes, Amadou Togola, ainsi que celle d'autres intervenants. Ils ont soulevé des préoccupations relatives au renforcement des effectifs, la collaboration avec les forces armées et de sécurité et d'autres partenaires nationaux et internationaux, l'adaptation des textes aux législations internationales. L'un des intervenants appelle l'administration douanière à faire sa mue pour s'adapter au nouveau contexte sécuritaire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé cet après-midi au lancement du recensement industriel 2025. L'objectif recherché, c'est de renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives. Pendant un mois, 134 agents seront déployés sur l'ensemble du pays pour cet exercice. En somme, il s'agit pour les autorités de bâtir une industrie performante. Le reportage de Youssouf Diakité et Aboubakar Traoré. Une industrie moderne, fiable et créatrice d'emplois. Voilà résumé la vision des autorités maliennes, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, avec ce recensement industriel 2025 dont les travaux sont officiellement lancés ici. Pourquoi ce recensement est-il si urgent et si crucial? Tout simplement parce que nous avons trop souvent planifié avec des chiffres qui variaient en fonction des partenaires. Selon les chiffres de la CPS Industrie, notre territoire compte 1067 unités industrielles, dont un peu plus de 600 boulangeries et 144 huileries, une centaine d'imprimeries. Notre tissu industrie manufacturière produit à peu près 7% du PIB. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a singulièrement apprécié la démarche entreprise par les autorités maliennes qui sera, dit-il, un ouf de soulagement pour l'industrie au Mali. Il est important de savoir le nombre exact des usines qui produisent sur le territoire. Nous saluons particulièrement cette démarche des autorités de la transition pour cette idée de recensement industriel. L'industrie est le socle du développement économique du Mali. C'est une activité extrêmement importante si nous voulons bâtir une industrie performante, une industrie compétitive et une industrie qui contribue à la création de la richesse dans notre pays. À l'ensemble des présidents des échelons qui ont fait le déplacement, merci pour votre soutien au secteur de l'industrie, merci pour votre soutien à l'économie. Ce recensement général des industries dans notre pays s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le président de l'État, Jean-Damé Assimi Goïta, qui a élaboré ce qu'on appelle la vision 2063 Malikoura Nyetasra Kabensam Baflan Bioron Samama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement. Cette vision place l'industrie au cœur du développement et de la transformation économique de notre pays. Ils sont au total 134 agents, recenseurs et superviseurs à sillonner toute l'étendue du territoire national pour cette opération de recensement qui dure un mois. Le pays Dogon en miniature installé à la place du cinquantenaire pendant une semaine, le temps du festival Ogubanya, un rendez-vous culturel annuel qui rassemble les communautés du Mali autour d'un idéal commun, la paix, la cohésion et le vivre ensemble. La cérémonie d'ouverture des activités de la 11e édition a eu lieu cet après-midi. Elle a pour thème Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable. Invité d'honneur cette année, la communauté Bozo. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de Mahmoud Afé, ministre en charge de la culture, au micro de Alpha Meiga. Je me réjouis particulièrement du thème central de cette 11e édition. Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable. Ce thème traduit parfaitement l'ambition des plus hautes autorités de notre pays. Faire de la culture non seulement un héritage à préserver, mais une force active, capable de nourrir le dialogue, stimuler la créativité et renforcer la résilience nationale.
Dans un contexte particulier, l'agriculture demeure plus que jamais un espace de rassemblement, de sens et de projection collective. La participation des artistes et artisans venus de l'intérieur du pays et des États membres de l'AES, les conférences universitaires, les rencontres intergénérationnelles et les moments de cohésion sociale font de Gobagna un véritable laboratoire de paix et de vivre ensemble. Les falaises de Bandiagara et le pays Dogon incarnent une mémoire vivante, un génie architectural et artistique exceptionnel, mais aussi une philosophie du monde fondée sur l'équilibre, la transmission et le respect. À travers Ogobagna, c'est cette sagesse qui se donne à voir et à comprendre à l'approche du SIGI 2027. Voilà, et vous aurez le reportage complet de Alpha Maïga dans nos éditions futures. Entre le Mali et la Banque mondiale, c'est une confiance mutuelle. La preuve, l'institution de Bretton Woods finance des projets de développement au grand bonheur de la population. Le directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale est en visite au Mali. Il a eu des séances de travail avec les autorités avant de visiter quelques-unes des réalisations financées par la Banque mondiale. Il s'agit de la station de pompage de Bakodjikroni Golf et un point de vente de poissons frais dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées PRTD, une visite suivie par Boubacar Bablin Touré. La Banque mondiale dans une dynamique d'élaboration des nouveaux cadres stratégiques de partenariat avec le Mali. Un cadre qui découle de la bonne collaboration entre l'institution de Bretton Woods et notre pays. Collaboration qui se matérialise par le financement de nombreux projets et programmes de développement en faveur du Mali. C'est justement pour identifier les priorités du gouvernement en vue d'orienter les nouveaux financements que le directeur exécutif représentant le Mali à la Banque mondiale séjourne dans la capitale. C'est une visite de 24 heures, une visite pour consulter les autorités maliennes au moment où le groupe de la Banque mondiale est en train de préparer sa nouvelle stratégie d'engagement au Mali. Comme je représente le Mali au conseil d'administration, cette consultation est importante pour m'accorder avec le gouvernement sur les priorités que la Banque mondiale va soutenir au cours des prochaines années. Un séjour mis à profit par l'hôte du jour et sa délégation pour visiter certaines installations financées par l'institution. Il s'agit de la station de pompage de la Somapep SA à Bakodjikroni Golf et un point de vente de poissons frais dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées PRTD, toujours sur financement de la Banque mondiale. Projet qui a permis la mise en place à ce jour de plus de 300 plans d'affaires. And before I answer that question, I just want to compliment on the CPF. Lorsque nous parlons d'eau, nous parlons d'un secteur vital pour les populations. Et lorsque je regarde l'ampleur de ce projet, l'échelle de ce projet, nous ne pouvons qu'être fiers de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Mali. Le second projet, c'est ce point de vente de poissons, qui par l'envergure n'a pas la même envergure que le projet dans le secteur de l'eau, mais qui travaille sur l'ensemble de l'écosystème du poisson. Une visite guidée des lieux a permis à l'hôte du jour de mesurer l'impact de ces financements sur l'amélioration du cadre de vie des populations. Donc, il rassure quant à la volonté de la Banque mondiale à accompagner le Mali dans d'autres chantiers de développement. Si les réseaux sociaux constituent un couteau à double tranchant, peu de personnes mesurent les risques liés à leur utilisation. Il s'agit notamment des cyberattaques qui peuvent causer des préjudices. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, tire la sonnette d'alarme. C'est à travers une signature de convention avec l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Thiemoro Konaté, reportage. Cette signature de convention avec l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, est une invite à mesurer la portée de la banalisation des publications. Ce qui est publié aujourd'hui peut déterminer l'avenir.
Une donnée mal protégée peut compromettre l'accès à une formation ou à un emploi, la réputation d'un jeune sportif ou d'un leader sportif, la sécurité personnelle et familiale et plus largement la confiance des jeunes dans le numérique. Ignorance ou négligence. En tout cas, nombreux sont les utilisateurs des plateformes digitales, notamment les jeunes, à faire des publications sans se faire parfois la moindre idée des cyberattaques susceptibles de ternir leur image. Le fait de publier des informations qui pourraient nous rattraper demain. Nous l'oublions souvent, la plupart ce sont des jeunes, pour ne pas dire ils sont quasiment tous jeunes. Mais vous avez une vie d'adulte aussi. Vous avez une vie professionnelle qui va venir. Si vous vous mettez à dire certaines choses aujourd'hui, un jour on peut utiliser la VAR contre vous. Et ça peut compromettre énormément de choses. Vous êtes aujourd'hui ceux sur qui le président de la transition compte pour prendre le relais. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne est une invite à la prise de conscience tout en se démarquant des publications de nature à causer du préjudice. Une responsabilité que chacun à son niveau doit désormais incorporer dans le but de continuer à conserver sa réputation. Des femmes leaders récompensées pour leur engagement et leur leadership dans divers domaines. Au nombre de 100 nominés, 21 femmes ont reçu des trophées, parmi lesquels notre consoeur Nyanya Alou Traoré et l'ancienne ministre en charge de la culture Kadiatou Konaré. L'initiative est de Lead Magazine. Les précisions de Boubacar Bablintouri. La femme malienne célébrée dans toute sa splendeur, en l'occurrence celles qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Sur 100 femmes nominées, 21 dans différents domaines ont été célébrées à la faveur de la cérémonie des Women Leadership Awards avec à la clé le prix Awa Keita 2025. Un prix remporté par Kadiatou Konaré dans la catégorie littérature, culture et industrie créative. Nous ne célébrons pas seulement des parcours individuels. Nous célébrons la marche de celles qui refusent de se taire, la marche de celles qui n'attendent pas qu'on leur ouvre la porte, la marche de celles qui ouvrent la voie pour d'autres. Des femmes qui ont osé dire non, non aux limites invisibles. Elles n'ont pas toutes reçu de prix, mais elles ont toutes changé le monde autour d'elles. Pour cette deuxième édition, sur les 21 catégories retenues, on peut citer l'éducation, la formation et le monitorat, gouvernance politique et leader public, femmes leaders de la diaspora ou encore médias, journalistes et communicateurs. L'ORTM est honoré, encore une fois, à travers ma modeste personne. Ça veut dire que cela m'engage encore plus davantage à persévérer dans ce que je fais tous les jours, au quotidien, concernant mon travail. Encore plus de professionnalisme, encore plus d'engagement, encore plus de volontarisme pour informer, sensibiliser et surtout cultiver la tolérance et la cohésion sociale dans notre société. Ce prix-là, c'est vraiment le prix des efforts, le prix de toutes les femmes de la diaspora, celles qui savent s'exprimer, celles qui ne savent pas s'exprimer, celles qui souffrent, celles qui sont dans la bonne voie, je les représente aujourd'hui. Aux côtés de ces distinctions, 2 prix spéciaux ont été décernés. Le prix Forchi de Feu Amadou Toumani Touré, remporté par Draman Djibo, animateur, et un deuxième attribué à la famille de l'ancien président, une innovation de cette deuxième édition. Une initiative saluée à sa juste valeur par le ministre en charge de l'entrepreneuriat national, non moins marraine de l'édition 2025 et lauréate de la première édition. Notre thème entrepreneuriat féminin, paix et développement n'est pas seulement pertinent, il est fondamental. Quand une femme devient entrepreneur, elle devient aussi actrice de stabilité sociale. L'occasion était opportune pour les organisateurs de remettre des attestations de reconnaissance aux partenaires dont l'accompagnement et le soutien ont contribué à la bonne tenue de la présente édition.
Bravo, récipiendaire. L'Office national de la santé et de la reproduction à la recherche des fonds pour le bien-être de la mère et de l'enfant. La structure s'est dotée d'un plan d'action quinquennal dont l'exécution nécessite un montant de plus de 80 milliards de francs CFA. Le document a été soumis aux partenaires techniques et financiers pour adhésion. Le reportage de Soumaou Aïdara. Sur un budget global de 84 milliards de francs CFA, seulement 3 milliards sont disponibles. Un défi financier majeur pour l'Office national de la santé et de la reproduction, d'où cet appel de l'ONASR aux partenaires techniques et financiers. Tous les partenaires au Mali qui travaillent dans le domaine de la santé maternelle travaillent aussi pour espacer les naissances. Espacer les naissances, ça ne veut pas dire limiter les naissances. Ça veut dire tout simplement un an, 2 ans entre effectivement 2 grossesses, ça permet de pouvoir vraiment réduire le décès maternel et surtout les complications de grossesse. Donc c'est dans ce cadre que tous ces partenaires se mobilisent aujourd'hui pour qu'ils comprennent effectivement le coût, les actions prioritaires qui se trouvent dans le PNB et que tous les partenaires s'engagent. Nous avons un coût global d'autour de 81 milliards que nous devons mobiliser pour les 4 années à venir. La mobilisation générale de toutes les parties prenantes est une nécessité pour assurer la mise en œuvre effective du plan d'action national budgétisé de la planification familiale. L'UNFP a 3 résultats transformateurs, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin d'enfants satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre, y compris les pratiques néfastes de l'utilisation génitale. Le gouvernement a inscrit la planification familiale au cœur de ses priorités nationales en cohérence avec les engagements internationaux et régionaux, notamment les objectifs de développement durable, l'agenda 2063 et de l'Union africaine, ainsi que les initiatives mondiales en faveur de la santé de la reproduction. Selon l'ONASR, chaque action et chaque contribution des partenaires peut faire passer ce plan de la théorie à la réalité sur le terrain, ce qui permettra d'améliorer l'accès aux services de santé reproductive et réduire la mortalité maternelle. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au pays des hommes intègres. Les experts des médias de la Confédération des États du Sahel sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir au renforcement du rôle des médias de l'espace confédéral dans un contexte de géopolitique dynamique. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé. Le reportage de Sonia Kokti. Dans un contexte géopolitique où la nécessité d'une information vraie, juste et crédible s'impose, les acteurs de la communication de la Confédération des États du Sahel AES se réunissent autour d'un objectif commun: renforcer la coopération médiatique et poser les bases d'un dispositif confédéral cohérent. Les experts veulent mieux structurer le partage de l'information, l'échange de programmes et la mutualisation des contenus au service des populations et de la souveraineté des États de l'Alliance. Nous avons fait les frais de ce que la désinformation, les fake news peuvent constituer comme danger, bien sûr, dans la marche irréversible engagée par nos leaders et les peuples en quête donc de souveraineté et d'une liberté totale. Aujourd'hui, des actions très emblématiques ont été menées. Des avancées considérables ont été enregistrées. Malgré cela, nous faisons malheureusement le constat qu'une certaine presse à l'international continue de naviguer à contre-courant. Il était donc important pour la Confédération AES d'avoir ces médias propres. Et cela est fait depuis les 17 et 23 décembre 2025 dernier, avec le lancement de la radio Dandé Liptako à Ouagadougou et de la télévision AES à Bamako.
Dans cette dynamique, un troisième outil stratégique sera créé prochainement au Niger afin de compléter le dispositif existant et de former le groupe média de la Confédération. Les échanges menés au cours de cet atelier vont aboutir à la signature d'un protocole d'accord permettant aux médias de la Confédération de collaborer étroitement avec les médias publics des États membres. L'objectif est de renforcer la circulation de l'information et de favoriser la production de contenus communs. Cette coopération vise surtout à construire un narratif propre, fidèle à l'identité, aux réalités et aux aspirations des populations de l'AUS. Au Niger, le gouverneur de la région de Tawa a présidé ce week-end dans la commune rurale de Kao le forum régional sur la paix, un espace d'échange autour des questions de développement. On en sait davantage avec James Didier et Sanoussi Fala. Situé à une soixantaine de kilomètres de la région de Tawa, le village de Intelewen, commune de Kao, département de Tintamraden, a abrité ce samedi 24 janvier 2026 le forum régional sur la paix organisé par CEPAS Niger sous le thème paix, sécurité et cohésion sociale pour une mobilisation générale. La cérémonie a été placée sous la présence du gouverneur, le colonel-major Suleiman Amon Moussa. C'est précisément dans ces cadres de cet éveil politique, patriotique, que la coordination nationale de CEPAS Niger a initié la tenue du forum de Taliban pour apporter sa modeste contribution dans le cadre de la mobilisation générale dont les objectifs sont contribuer à renforcer la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Niger pour son développement socio-économique, contribuer à relever le niveau de compréhension de la citoyenneté, du patriotisme pour la sauvegarde de la souveraineté nationale des populations de cette zone. Ici, pour la première fois, toutes les communautés se sont réunies, signe de paix et de cohésion au Niger. Je serai toujours à vos côtés pour que nous puissions trouver des solutions nationales à nos problèmes de sécurité, afin que le Niger soit uni et prospère, et afin que tout le monde se retrouve dans un espace commun, l'AES. À cette occasion, CEPAS Niger, en collaboration avec le conseil consultatif Al-Husseini, a offert des cadeaux symboliques au gouverneur en reconnaissance de son patriotisme. Un grand sabre a également été dédié au président de la République, chef de l'État, le gendarme Abderrahmane Tchani, pour sa vision dynamique dans le cadre de la refondation de la République. Les assises de ce forum ont pu faire une note de satisfaction générale sanctionnée par des recommandations fortes en faveur de la consolidation de la paix durable et du renforcement de l'unité nationale. Un mot de diplomatie. L'ambassadeur représentant permanent du Mali à Genève, Sekoudi Gaussou Cissé, a présenté ce lundi au Palais des Nations ses lettres d'accréditation en sa qualité de représentant permanent à la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Les diplomates maliens ont transmis à la directrice générale les chaleureuses salutations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il a ensuite abordé la situation actuelle du pays tout en relevant les efforts importants engagés par le gouvernement pour la sécurisation et le développement durable dans le cadre d'une vision stratégique holistique et des principes de gouvernance de l'action publique clairement définis. Dans la même veine, l'ambassadeur Cissé a réaffirmé l'engagement du Mali en faveur de la consolidation du multilatéralisme, de la promotion du respect de la souveraineté et de l'égalité des États, de la préservation de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que du renforcement d'une coopération constructive et pragmatique avec le système des Nations Unies. Pour sa part, la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève a renouvelé la disponibilité de l'Office des Nations Unies à soutenir et accompagner les efforts du Mali dans le respect
des mandats et principes qui régissent le système des Nations Unies dont notre pays est un membre engagé. Des races ovines et caprines que je vous invite à visiter sur le terrain Calcio de la commune 2. C'est à la faveur de la 6e édition des journées de l'Amdarok, l'association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines. Ces journées permettent de valoriser le cheptel malien. La cérémonie de lancement des dites journées ont eu lieu ce week-end en présence des ministres en charge de l'élevage et de la pêche et de la jeunesse et des sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le reportage de Djourache Diakité et Adaman Traoré. Exposé pour promouvoir la race Balibali Horon ou Mali Saga et encourager les jeunes à s'engager dans le secteur de l'élevage, c'est l'objectif des journées Amdarok. Balibali Horon ou Mali Saga est une race ovine améliorée par l'Association malienne pour le développement et l'amélioration des races ovines et caprines. Ces races-là ont fait une amélioration génétique. Quand on parle d'amélioration génétique, on essaye de voir ce dont on a besoin à partir de ce qu'on a. Donc là, on part chercher ça et là, on fait des croisements avec. C'est à partir de là maintenant qu'on essaie d'améliorer ce qu'on a en fait. Les difficultés sont nombreuses, notamment l'alimentation. L'alimentation, bien que l'État fournit des efforts en nous octroyant des subventions chaque année, mais on peut dire que c'est un peu insuffisant. Plus de 600 têtes de ces races améliorées sont exposées. Des ovins et caprins âgés d'1 à 2 ans et dont les poids varient entre 120 et 140 kg sont vendus. L'histoire de notre nation est profondément enracinée dans l'élevage, la pêche et l'agriculture. Aujourd'hui, il représente près de 40% du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de notre population active, avec une contribution substantielle du sous-secteur de l'élevage. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour célébrer cette richesse et explorer ensemble les opportunités de transformation et de modernisation qui s'offrent à nous. Je suis très impressionné. Honnêtement, je vois d'abord des animaux ici qui sont hors normes. Ce que nous ne voyons pas de tous les jours, c'est vraiment du bon travail. C'est aussi un aspect de la souveraineté. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Mali Saga, c'est qu'on parle du Mali, on parle de l'expertise malienne. Et ça, c'est bénéfique pour toute la population. Le secteur de l'élevage fait aussi face aux défis comme l'impact du changement climatique et le difficile accès aux ressources et technologies modernes essentielles pour l'amélioration de la productivité. Et le ministre Youbaba rassure l'engagement du gouvernement à relever ces défis. En 6e région, plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget qui sera investi en 2026 dans la mise en œuvre de certaines activités rizicoles dans la région de Tombouctou. Les membres du comité technique des travaux de mise en valeur des plaines rizicoles ont tenu leur première session. Rappelons que le projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou est financé par l'État malien et la BOAD. Le reportage de Saloum Konaté et Hassan Aïdara. Par la présente rencontre, il s'agira pour les membres du dit comité d'examiner et adopter les rapports d'exécution technique et financier de l'année 2025, le plan de travail et le budget de 2026. Ce débat nous a permis d'enrichir un peu notre document et vraiment les propositions et d'amélioration qu'ils ont apportées pour nous permettre d'avoir vraiment un bon document. Un document consensuel qui reflète les réalités au niveau régional. Pour l'exercice de l'année 2026, le budget se chiffre à 1,351 milliard de francs CFA, soit 28% du coût global du projet, contre 471 millions de francs CFA en 2025. On est satisfait, on est dans les joies aujourd'hui d'avoir le comité siégé sur les 3 plaines de Tombouctou. On a beaucoup apprécié les qualités des comités techniques d'aujourd'hui. Il me plaît de vous rappeler que quelques missions du comité technique du projet ici. Le comité technique est chargé d'apporter un appui technique à la coordination du projet. Analyser les principaux résultats et orientations du projet. Formuler des propositions au comité de pilotage du projet pour l'atteinte des objectifs et résultats. Eu égard aux défis du moment et face aux attentes énormes des exploitants des 3 principales plaines
de Tombouctou. Il s'agit de Dai Amadja Kouriomé. Je demeure convaincu de l'engagement des membres du comité technique et de la cellule de coordination du projet pour définir les orientations stratégiques claires et assurer un suivi rigoureux pour une meilleure exécution du projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Pour l'atteinte des objectifs, une série de recommandations a été formulée, à savoir accélérer la mise en œuvre du projet, réduire le délai des anneaux auprès de la banque, privilégier les entreprises locales de Tombouctou, entre autres. Et nous sommes présentement à Sikasso. Des activités citoyennes, socioculturelles et éducatives comme des compétitions de danse, de balafon et de lutte traditionnelle, des formations sur médias et patrimoine culturel. Ce sont là quelques innovations majeures à l'agenda du festival Nanyerki, 7e édition. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour informer les hommes de médias de la tenue très prochaine de cette messe culturelle. Le reportage est de Moussokoro Serime et Souleymane Bamba. Né de la conviction profonde que la culture vivante constitue une richesse inestimable, le festival Nanyerki est une véritable vitrine de promotion et de valorisation de la culture malienne et sikassoise en particulier, d'intégration des communautés sénoufo du Mali et de la sous-région et de développement socio-économique. À travers cette conférence, les organisateurs dévoilent les grandes articulations de ce rendez-vous majeur de la région qui se tiendra du 10 au 17 février dans la capitale du Kénédougou. Pendant une semaine, Sikasso vibra au rythme d'un vaste espace de création, de dialogue et de partage. À travers la foire exposition et le village artisanal, la scène artistique accueillera des figures emblématiques. Nos racines culturelles seront célébrées à travers des compétitions de danse, de balafon, de lutte tradition et des tournois de football. Des panels et conférences réuniront des experts, des chercheurs et des organisations de premier plan, notamment l'UNESCO, les coopérations allemandes, GIZ, etc. Ce grand événement qui s'inscrit dans le cadre quand même de la promotion et de la préservation de notre identité culturelle, comme levier de la politique nationale culturelle et qui est soutenu par les services techniques également qui ne font que travailler pour au moins concrétiser ce que nos plus hautes autorités ont initié au nom de la politique culturelle. Autre innovation majeure à l'agenda de cette 7e édition, une projection de films documentaires dédiés à Feu Amadou Bakayoko, dont la dernière apparition scénique remonte à l'édition 2025, peu avant sa disparition. Une manière pour les initiateurs de saluer la mémoire d'une icône de la musique africaine et internationale. Et le thème 2026 est « Intégration culturelle comme levier d'un monde souverain ». Parce que nous traversons une époque marquée par des fractures sociales, le chômage des jeunes et l'effritement de certains repères. Face à ces défis, nous faisons un pari clair, placer la culture au cœur des solutions, non pas comme un folklore décoratif, mais comme un moteur économique, éducatif et citoyen. Au nom de Madame le gouverneur de la région de Sikasso, je tiens à réaffirmer le soutien constant des autorités administratives et politiques aux initiatives culturelles qui contribuent à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement local. Le festival Nanyerki 2026 attend la présence de près de 300 000 participants de plus d'une dizaine de pays, dont ceux de l'AES. Le Mali est un pays riche de par sa diversité culturelle. Les participants à la 2e édition du festival Benso ont visité quelques sites historiques. Il s'agit notamment du vestibule du chef de village et la mare sacrée au Caïman. Découvrons ces merveilles avec nos envoyés spéciaux Bokari Koulibaly et Abdoulaye Samaki. À première vue,
La bâtisse ressemble à une maison ordinaire, mais une fois le seuil franchi, c'est tout un trésor qui se révèle. Le vestibule du chef de village, communément appelé Balacheblon, n'est pas un vestibule comme les autres. Vieux de plus d'un siècle, ce musée familial est richement garni d'objets d'art et de symboles légués par Balaché, patriarche de la chefferie de Yanfolila. Autant de témoins silencieux d'une histoire toujours vivante. Le vestibule, c'est un lieu de rencontre. C'est là aussi où il y a beaucoup d'objets qui rappellent notre histoire, notre culture. Et c'est ce qui fait que chaque fois quand il y a des problèmes autour desquels les vieux se réunissaient, même d'ailleurs c'est le cas chez nous, quand on se réunit autour d'un problème, généralement on trouve la solution. Parce qu'il y a des choses qui vous rappellent qui vous êtes, d'où vous venez. Donc ça c'est très important. Le vestibule doit être conservé. Ceux qui n'en ont pas, ils doivent en avoir. Après ce plongeon dans la mémoire de la famille fondatrice, la délégation met le cap sur un autre pan emblématique de l'histoire locale, la mare sacrée au Caïman. Dans ces eaux douces vivent plus d'une soixantaine de reptiles considérés ici comme les protecteurs des enfants de Yanfolila. Une étape aussi mystique que symbolique, inscrite au cœur d'un circuit touristique pensé pour révéler aux festivaliers toute la richesse culturelle et traditionnelle du terroir. Le festival a pour objectif, au-delà de la récréation, le caractère festif. Nous aimerons développer un axe de développement du tourisme intrant. Intrant, cela veut dire que tous les Wassoulungais doivent savoir la richesse culturelle du Wassoulou. Deuxièmement, on doit développer le métissage, selon le déplacement de la jeunesse et puis toute la population du Wassoulou vers nos deux autres contrées, Pirko et Fuladougou. On sache vraiment l'importance de ce que la société du Wassoulou regorge en général comme patrimoine matériel et immatériel. Véritable pont entre passé et avenir, ces visites laissent une impression forte chez les touristes du jour. Ils les repartent enrichis, mieux ancrés dans leur histoire et conscients d'une chose. À Yanfolila, la culture ne se raconte pas seulement, elle se vit, se transmet et se protège génération après génération. La chronique santé nous parle aujourd'hui de la rhinite allergique. Les personnes souffrant de cette pathologie constatent chez elles des éternuements à répétition, des écoulements clairs, l'obstruction du nez également. Ces signes apparaissent lorsque la muqueuse est en contact avec certaines substances comme la fumée, la poussière ou les poils d'animaux. Dr Naoma Sissé, otorhinolaryngologiste au CHU Gabriel Touré, nous donne plus d'explications sur ce phénomène allergique. C'est une réalisation de Koumba Sissé et Abdul Salam Bambara. La rhinite allergique est fréquente au Mali. C'est une réaction du système immunitaire face à certains produits ou certaines substances. On appelle rhinite allergique toute inflammation du nez due au contact de la muqueuse nasale avec ce qu'on appelle un allergène. C'est une pathologie qui concerne les voies qu'on appelle la sphère orale, également le nez, et la trachée, la gorge, jusqu'au niveau des poumons. C'est une maladie qui est peut-être pas connue en réalité. Les gens n'arrivent pas à l'indexer, mais qui est une pathologie qui est très répandue. Parce qu'à l'échelle mondiale, vous allez trouver une personne à 4 personnes sur 10 font une allergie, une rhinite allergique. Donc ça veut dire que c'est assez volumineux. Ça peut jouer sur le portefeuille du patient et ça peut jouer sur le portefeuille de l'État. Une fois en contact avec les allergènes, le patient constate des éternuements à répétition, des écoulements clairs, l'obstruction du nez. D'autres symptômes se manifestent souvent. Il s'agit des démangeaisons au niveau de la gorge, des oreilles, du nez et de la poitrine. Et ces allergènes qui font réagir le système immunitaire provoquant la rhinite sont nombreux. Les allergènes peuvent dépendre des niveaux géographiques. Mais ce qui est reconnu par la plupart de la sphère scientifique, il s'agit des acariens. Les acariens, c'est des petits bêtes qu'on retrouve dans nos literies, par exemple nos moquettes, nos fauteuils
sur un drap. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle le pollen. Le pollen, nous avons des saisons où il y a beaucoup de pollinisation. Et pendant ces saisons-là, ceux qui sont allergiques ont tendance à développer la rhinite allergique due au fait que le vent va porter ces allergènes. En dehors de ça, on peut avoir aussi ceux qui sont allergiques aux produits, à la peinture par exemple. Il y a des gens qui vont développer de l'allergie à de l'arachide par exemple, à des crevettes, au gluten. L'encens fait partie, qu'on appelle communément le wussoula. La fumée de cigarette peut faire partie. Les pesticides, le parfum, les savons parfumés, même les pommades. Selon les spécialistes, le premier traitement de cette pathologie allergique est d'abord préventif. La prévention, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que éviter tout ce qui peut être facteur agressif de l'organisme, que ce soit le fumée. Donc ça va diminuer l'incidence de survenue de cette crise allergique-là. À côté de ça, nous avons le traitement médicamenteux qui existe. Nous prescrivons également des médicaments qu'on appelle des anti-allergiques. À côté de ça, on peut prescrire également des médicaments en pulvérisation nasale pour les signes d'obstruction nasale, pour soulager l'obstruction nasale qui est très désobligeante chez le patient. Donc la répétition de la rhinite allergique peut évoluer vers une rhinosinusite qui peut être chronique. Donc ça peut évoluer aussi à l'éclosion d'un asthme chez les petits enfants et dans la plupart des cas, on peut trouver la rhinite allergique est associée à l'asthme. Toute personne souffrant de rhinite allergique doit chercher à connaître ses allergènes. C'est la seule solution pour éviter des rhinites à répétition. Et vous pourrez suivre juste après ce journal le magazine sur les festivités du 20 janvier 2026 au 34e régiment du génie militaire avec la remise de distinctions honorifiques aux blessés par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à la polyclinique de Kati. C'est un magazine réalisé par Sira Bachili. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Azimani,